Bonjour à tous. Désolé des inconvénients. Donc, je vais commencer la première des 6 heures de cours que je vais donner. Comme j'ai dit, je vais mettre ça en ligne. Donc, je vais vous recommander de me poser des questions. On va trouver un format là, pour que vous puissiez me poser des questions. Puis comme ça, si je donne une réponse, je vais pouvoir donner une réponse à tout le monde. Pour l'instant, je ne sais pas comment le faire. Peut-être qu'on va passer simplement par les commentaires YouTube en dessous du vidéo. Je vais voir ce que je peux faire pour ça. OK. Donc, commençons avec notre présentation. Donc, qu'est-ce que je veux faire, c'est que on a 6 heures de cours à faire. Donc, on va passer 4 heures sur les espaces de Banach. Peut-être un peu moins. Et on va passer ensuite 2 heures sur les espaces de Hilbert. OK. Puis quand on parle des espaces de Banach, je vais surtout parler en fait de 4 sujets différents pour les espaces de Banach. Donc, on va avoir d'abord une longue section sur la théorie des opérateurs en dimension infinie. Ensuite, il va y avoir une longue section, une plus courte section sur la dualité. Et on va terminer ça avec la notion de... en fait, ça fait partie de la dualité. Dans la dualité, on va parler des dérivés distributionnels. Donc, ça, c'est un élément important là, pour définir les espaces de Sobolev. Ensuite, on va parler des espaces de Hilbert. Dans le cas des espaces d'Hilbert, on va d'abord faire, disons, la théorie générale. Il y a des éléments de la théorie dont on va parler. Puis ensuite, je voudrais parler des séries de Fourier généralisées. OK. Donc, comme j'avais annoncé auparavant, dans la présentation, je vais me concentrer surtout sur vous donner les résultats importants, parler des interprétations des résultats, et je vais donner quelques éléments de preuve. Tous les éléments de preuve, il n'y a pas de preuve que je vais omettre qui serait trop difficile pour vous de suivre. Aucune des preuves que je vais traiter traiterait d'éléments que vous n'avez pas déjà vus. C'est juste que les preuves seraient très longues, ça prendrait beaucoup de temps. Bien sûr, comme vous commencez à voir, là, le plus qu'on avance dans la théorie, le plus que ça devient sophistiqué, les arguments qu'on doit utiliser, le plus qu'on doit faire attention. Donc, je vais faire des commentaires au bon moment, là, quand je vais avoir des théorèmes. Si je trouve que la preuve est ici, je vais vous le dire. Ou sinon, je vais simplement essayer de vous indiquer qu'est-ce qui se passe. Donc, commençons donc avec la discussion des espaces de Banach. Donc, j'en ai parlé un peu auparavant, la dernière fois. J'avais commencé en parlant des opérateurs. Donc, j'avais déjà défini qu'un espace de Banach, essentiellement, c'est un espace vectoriel normé, mais qui est complet. Puis comme quand un espace vectoriel normé, on peut toujours considérer sa complétude. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de simplement pas considérer directement des espaces de Banach quand on a un espace vectoriel avec une norme. Le truc, c'est d'avoir la norme. C'est la norme qui nous donne la topologie. OK? Donc, il y a des éléments concernant les sous-espaces des espaces vectoriels qui sont importants. Puis, j'avais donné quelques définitions de ça la dernière classe. Donc, on sait comment vérifier qu'un sous-ensemble est en fait un sous-espace vectoriel. Puis, le truc qui est important dans les espaces de Banach, c'est encore la combinaison entre la partie algébrique, la structure algébrique, et la structure topologique. Donc, quand j'ai un sous-espace d'un espace de Banach,
je ne veux pas juste que le sous-espace soit un sous-espace au sens algébrique, où est-ce que la somme de deux vecteurs est encore un élément du sous-espace, ou un multiple d'un vecteur est encore un élément du sous-espace. Je veux aussi que le sous-espace soit fermé topologiquement. OK? Et un des résultats de base qu'on a, c'est que les sous-espaces de dimension finie sont fermés. Puis la raison pour ça, c'est simplement parce que on a vu auparavant là, que quand tu as un sous-ensemble fermé d'un ensemble complet, bien, lui aussi, il est complet. Puis ici, on a un peu le contraire de ça, ben, la contraposée de ça, c'est que ben, le sous-ensemble il est fermé si et seulement si il est complet, puis tous les sous-espaces fermés de dimension finie sont complets. Donc, on sait bien là, que s'ils sont de dimension finie, ils doivent être complets. Donc, on a nos exemples les plus importants d'espaces vectoriels de Banach. Donc, on a la suite des dans LP avec cette norme-là. On a, en fait, je pense que j'avais déjà mentionné ces exemples-là auparavant. OK. Puis, donc, OK. Donc, une des choses qui est importante qu'on va faire dans le cours, nous autres, c'est qu'on va supposer que tout espace vectoriel normé a une base. Et je ne vais pas me servir vraiment beaucoup de ça, mais ça a certains impacts là, dans la présentation. Puis c'est bon pour vous de comprendre ça. En fait, ça a été pendant longtemps une conjecture. Est-ce que les espaces vectoriels, les espaces de Banach ont tous des bases? Et c'est pas le cas. Okay? Ça a pris du temps avant de trouver des contre-exemples de ça. Mais tous les espaces que nous autres, on va traiter sont de cette forme-là. OK. Où est-ce que j'ai... Oui, c'est ça. OK, donc j'avais déjà défini auparavant que cette notion du noyau, qu'on appelle cœur d'une application, et l'image d'une application, je ne vais pas rentrer dedans, je ne vais pas répéter ça. Qu'est-ce qui est important à comprendre déjà ici, c'est premièrement, c'est quand tu as un opérateur linéaire, alors tu as ces deux espaces-là. Puis le truc, c'est que le noyau, il habite dans l'espace de départ V et l'image habite dans l'espace d'arrivée W de ton application qui va de V vers W. Le noyau, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont envoyés vers 0, vers le point 0 dans l'espace W. Donc, le noyau, c'est l'image inverse de 0. Et donc, le noyau, il est fermé parce que ton application T, elle est continue. Si on s'intéresse au continu, aux applications continues. Donc, ça, c'est important là, pour nous de tenir ça en compte. C'est que l'image d'une application, on ne sait pas si elle est fermée. Donc, elle n'est peut-être pas une belle, un beau sous-espace. Mais le noyau, lui, il est toujours un beau sous-espace. OK. Bon. Maintenant, il y a une notion ici que je vais utiliser un peu. Qui est intéressante à savoir, là, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui apparaît très facilement en dimension finie, mais avec lequel on doit faire très attention en dimension infinie. C'est que quand j'ai un espace vectoriel V, un gros espace, disons en dimension infinie, ben, ça se peut que ton gros espace, tu peux l'écrire comme W1 plus W2. Et là, remarquez ici là, comment j'ai écrit ça. J'ai utilisé le symbole de ce gros symbole de le plus avec le cercle. Ça, c'est un symbole pour dire une somme directe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'une part, tout élément dans ton espace V peut s'écrire de manière unique comme W1 plus W2. Et l'autre chose qu'on demande, c'est qu'on veut que chacun des sous-espaces W1 et W2 soit fermé. Donc ici encore, on a une situation où on a V, un espace de Banach, donc il y a une structure algébrique et une structure topologique. Puis dans la décomposition qu'on cherche de cet espace-là, on veut avoir une décomposition algébrique, mais on veut aussi que les éléments de la décomposition soient fermés. OK? Et pourquoi est-ce qu'on demande en fait que ça soit fermé? C'est parce que qu'est-ce qu'on veut montrer, c'est que en fait, qu'est-ce qu'on sait, c'est que je ne vais pas le démontrer, mais si W1 et W2 sont fermés, alors la topologie sur W1 et la topologie sur W2 induit une topologie sur le produit de W1 et W2, et cette topologie-là devient
la même que celle sur V. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est vraiment que tu commences avec un grand espace qui, lui, a une topologie. Si tu le décomposes algébriquement, il faut aussi que tu le décomposes topologiquement pour que la somme de la topologie, ben, pour que la topologie produit qui vient de W1 et de W2 te donne la topologie complète de V. OK. Maintenant, quand est-ce que c'est possible de prendre un espace de Banach et de le briser en une somme directe? Bien, il n'y a pas beaucoup de situations, puis en fait, c'est un problème qui reste encore ouvert, là, de pouvoir caractériser en général quand est-ce qu'on peut de décomposer un espace en une somme de deux sous-espaces. Et dans les espaces de dimension infinie, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de contre-exemples, il n'y a pas une théorie générale, des conditions optimales pour ça. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est en fait très souvent suffisant pour ce qu'on a besoin de faire en pratique, c'est que si tu as un espace V qui est un espace de Banach, puis tu as un sous-espace W1 qui est fermé, bien là, tu peux trouver un W2 qui te permet d'écrire V comme la somme directe de W1 plus W2, si soit le W1 que tu as commencé avec, qui était fermé, qui, lui, est de dimension finie, bien là, il existe un W2, ou vice-versa, tu as ton W1, il est fermé, mais lui, il n'est pas de dimension finie, mais qu'est-ce que tu sais, c'est qu'il te manque seulement un nombre fini de dimensions, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on dit que W1 est de codimension finie, puis là, tu peux trouver un W2 qui, lui, est de dimension finie, qui te permet d'écrire V comme W1 plus W2. Donc, ça revient à dire là, que tu peux trouver une telle décomposition quand l'un des deux termes dans la décomposition est de dimension finie. Alors, c'est possible de faire ça. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est toujours tentant de dire qu'on va pouvoir écrire n'importe quel espace de vecteur, espace de Banach comme une somme directe, mais ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des contraintes importantes à cette décomposition-là. OK. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? C'est commencer ma discussion des opérateurs. Puis, les opérateurs sur les espaces de Banach, c'est vraiment le sujet le plus important. On a vu que nos espaces de Banach, c'est des fonctions. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, nous? C'est qu'on cherche des fonctions qui sont les solutions d'équations différentielles, en particulier des équations dérivées partielles. Et ces équations dérivées partielles, on les interprète comme des opérateurs, où est-ce qu'on va prendre une fonction, puis on applique l'opérateur différentiel, on applique les dérivés ou la combinaison de dérivés qui définit notre équation différentielle, puis on veut que tout ça soit égal, nous donne une identité qui te donne égal à 0, ou égal à, mettons, ton terme source. Donc, je vais donner un peu plus d'exemples comme on va avancer, mais pour l'instant, pensez à votre opérateur linéaire ici comme étant l'opérateur linéaire d'un espace vectoriel vers un autre comme étant possiblement un opérateur différentiel. Donc, on dit qu'on a un opérateur linéaire si TU plus V est égal à TU plus TV. Bien sûr, T de alpha U égale alpha fois T de U. OK? Donc, ça, c'est nos deux propriétés. Ça correspond bien à ce qu'on verrait en dimension finie. OK. Maintenant, on veut vraiment mettre la structure algébrique et la structure topologique ensemble. Donc, on ne veut pas juste traiter des opérateurs qui sont linéaires. Je dis opérateur ici. N'oubliez pas que c'est juste un autre mot pour dire une fonction linéaire d'un espace de Banach à un autre. C'est juste que, par convention, quand j'ai un espace de Banach, un espace vectoriel, on préfère parler d'opérateur simplement là, pour un peu s'aider à penser qu'il est possiblement linéaire. Là. Il n'est pas non linéaire comme une fonction arbitraire. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre ensemble la structure topologique et la structure algébrique pour les opérateurs? Bien, c'est d'abord à travers cette notion d'opérateur borné. Donc, on prend deux espaces vectoriels normés, V et W. On prend un opérateur linéaire de V à W. On dit que l'opérateur T est borné s'il y a une constante n telle que la taille de l'image, T de U,
est borné par une constante fois la taille du vecteur que tu as commencé avec. OK? J'avais montré un dessin de ça. Ça revient à dire que pour ton problème, ton opérateur va prendre une boule, disons, d'un rayon 1 dans ton espace, puis il va l'envoyer vers une boule de rayon O plus C dans ton autre espace. Donc, ton opérateur n'a pas tendance à déformer ta boule pour faire en sorte que ta boule devienne comme elle des éléments, des vecteurs qui s'en vont à l'infini. OK? Et là, ici, on a notre premier théorème vraiment important qui dit que quand j'ai deux espaces vectoriels normés, V et W, puis j'ai un opérateur linéaire de V vers W, alors T est continu si et seulement si il est borné. Ça, c'est vraiment un résultat vraiment intéressant parce que vérifier qu'un opérateur est borné, ça exige seulement que tu trouves une constante C qui satisfait une certaine propriété, une certaine inégalité relativement simple. C'est beaucoup moins compliqué que faire regarder l'image inverse de tout ouvert est un ouvert. C'est beaucoup moins compliqué que de montrer que pour tout epsilon, il existe un delta, tel que blablabla. Bla, bla, bla. C'est beaucoup plus simple, OK? Et on pourrait même dire que l'inégalité dans la définition d'un opérateur borné, c'est presque une condition algébrique. C'est une condition qui s'exprime, c'est une inégalité qui fait intervenir seulement les normes. Donc, c'est très plaisant. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais démontrer ce théorème-là. Le théorème est très joli, puis on va utiliser ce résultat-là très souvent. Donc, je vais faire la preuve. Allons-y, trouvons de ça. OK. OK. Donc, commençons avec le cas qui est un peu plus difficile. Supposons que T, qui va de V vers W, est continu. Donc, V et W sont toutes les deux des espaces vectoriels. Donc, mais des espaces vectoriels avec des normes. Donc, c'est des espaces métriques. Ça veut dire que je vais prendre ici la définition métrique et on va considérer la continuité en zéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire pour epsilon égale à 1, on aurait pu prendre epsilon plus grand que 0, là, mais ici, on va prendre, disons, epsilon égale à 1. Alors, on sait qu'il existe un delta plus grand que 0 autour de x0 tel que si je prends la norme de t plutôt, la norme de u moins la norme de 0, si ça c'est plus petit que delta, alors ça veut dire que la norme de t de u moins la norme de t0 est inférieure à 1. OK? Maintenant, donc ça, c'est la continuité autour de 0. Donc, on remarque que pour un vecteur V dans grand V arbitraire, alors je peux considérer une homététie pour faire en sorte qu'il est à l'intérieur de la boule de rayon delta. C'est-à-dire, alors, je peux considérer U qui est égal à delta sur 2 fois V sur la norme de V. Donc, V sur la norme de V, c'est un vecteur unitaire. Là, je le multiplie par un facteur delta sur 2. Donc, ce vecteur U que j'ai construit, lui, il appartient à la boule de rayon delta sur 2 autour de 0. Ça veut dire que je sais donc que pour
mon vecteur delta sur 2 fois V sur norme de V. Ça, c'est inférieur à delta. Ça veut dire que la norme de T du vecteur que je viens juste de construire, qui est delta sur 2 fois V sur norme de V. Bon, T de 0, c'est 0. Donc, moins 0. Ça, c'est inférieur à 1. Donc, regardons maintenant cette dernière inégalité. On va se concentrer là-dessus. Okay, juste sur ça. Puis, on va utiliser les propriétés de linéarité de la norme. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est que j'ai T de deux facteurs constants, le delta sur 2 puis le dénominateur. Puis, eux, je peux sortir à l'extérieur. Donc, delta sur 2 sur 1 sur la norme de V fois T de V. Et tout ça, c'est inférieur à 1. Et puis encore, je peux sortir ces termes-là à l'extérieur. Puis je peux écrire ça comme delta sur 2 fois 1 sur la norme de V fois la norme de T de V qui est inférieur à 1. Puis là, je peux apporter ces termes-là à droite et conclure que T de V est inférieur à 2 sur delta fois norme de V. Puis puisque j'ai trouvé une constante qui fait l'affaire, alors je sais que l'opérateur T est borné. Cette inégalité-là est vraie pour tous les vecteurs V. Tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai renormalisés pour qu'ils soient assez petits. OK? Donc, comme vous pouvez voir, là, la preuve, c'est relativement simple dans ce sens-là. Et maintenant, je vais montrer la preuve dans l'autre sens. Ouais, la remarque que je vais faire ici, puis je vais m'en servir beaucoup, c'est que, je vais l'écrire ici, en pratique, quand je commence à travailler avec les opérateurs linéaires, on va écrire T de U plutôt que d'écrire T de U, comme ça. Bon, T, c'est un opérateur, mais c'est en fait une fonction. Donc, normalement, on devrait dire T parenthèse de U. Mais, intuitivement, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que l'opérateur T, c'est une généralisation d'une matrice, sauf à un espace de dimension infinie. Puis, dans le cas matriciel, on écrit généralement une matrice ou un vecteur. On ne met pas de parenthèse entre les deux. Donc, on fait la même chose aussi en dimension infinie. Puis, c'est pratique parce que ça donne moins de parenthèses. OK? Puis, c'est pas vraiment beaucoup plus dur à lire. Il faut vraiment, par contre, se rappeler c'est quoi les objets qui sont en cause ici. Mais bon, tous les cas qu'on va faire, nous autres, ça va être T va être un opérateur linéaire. OK. Donc, on se tourne maintenant sur l'autre partie du théorème. On voulait montrer qu'un opérateur est continu si et seulement s'il est borné. J'ai montré que s'il est continu, alors il est borné. Supposons que T, qui va de V vers W, est borné. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est que si je regarde T de U moins T de V, ben, l'opérateur est linéaire, donc je peux écrire ça comme T de U moins V. Puis puisque l'opérateur est continu, je sais que ça, c'est borné par C fois la norme de U moins V. Ainsi, si je décide de prendre que U moins V est plus petit ou égal à, disons, epsilon sur C, en fait, je vais l'écrire comme ça plutôt. Je vais écrire que ça, c'est plus petit que le delta. Puis le delta, lui, il est plus petit que epsilon sur C. Alors, on va avoir que T de U moins T de V est inférieur à epsilon. Puis ça, c'est la preuve qu'il est continu. Ça complète notre preuve. OK?
Donc, je vais vous laisser regarder ça. La preuve est aussi dans le livre. Et comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. Moi, j'aime vraiment penser à cette preuve-là. La preuve explique bien là, que quand on considère la continuité, essentiellement, on peut tous ramener à l'origine. En fait, la continuité dans les espaces vectoriels, c'est la continuité à l'origine. Parce que même si un espace vectoriel a un centre, son origine, un zéro, un point zéro, un vecteur zéro unique, ça s'avère que tu peux toujours faire une translation pour te rapporter à n'importe quel autre point. Donc, géométriquement ou topologiquement, si tu veux, la géométrie autour de l'origine, c'est la même que la géométrie autour de n'importe quel autre point dans ton espace. Et la preuve, quand tu la regardes en détail et tu l'examines, tu vas voir que c'est ça que ça montre. En fait, tu peux toujours te ramener à l'origine. Si tu comprends qu'est-ce qui se passe à l'origine, tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe partout ailleurs. Et ce type de principe-là, ça revient souvent, surtout quand on applique la linéarité. Appliquer la linéarité, ça revient un peu à se ramener à l'origine. OK. OK. Donc, ça, qu'est-ce qu'on a appris ici, là, c'est que il y a donc cette notion de borné et cette fameuse constante qui est nécessaire pour définir qu'un opérateur est borné. Bien, en fait, on peut aller plus loin, puis on peut regarder en détail cette constante C qui apparaît dans la définition d'un espace borné. Un instant, je prends un café. OK. Donc, quand j'ai un espace linéaire qui est borné entre deux espaces vectoriels, d'un côté, je pourrais définir un objet, et c'est ça que je fais dans la première partie de ce théorème 5.9. Je définis cette quantité-là. Et comment je la définis? C'est la plus petite des constantes m, telle que je satisfais la condition t, u est plus petit que m fois u. C'est-à-dire que dans ma définition précédente, c'est la plus petite constante c qui était possible, qui faisait en sorte que j'étais capable de borner l'image par la norme de u. Donc, la plus petite de ces constantes-là, je l'appelle la norme de l'opérateur t. Et on peut calculer cette norme-là de deux autres manières. On peut la calculer en prenant le suprémum des quotients. Puis, bien sûr, quand on fait ces quotients-là, pour que ça ait du sens, on ne veut pas diviser par 0. Donc, on prend le sub des quotients où le dénominateur il est non nul et ces rapports-là. Donc, en fait, si on fait les rapports TU sur U, tu peux voir que ça revient tout simplement à prendre, dans l'inégalité que j'avais auparavant, prendre le U puis de le mettre à gauche. Puis, ça revient à dire, ben, je vais regarder la meilleure constante possible, T de U sur U. Et, OK. Puis, un autre truc qu'on peut faire, en revanche, c'est plutôt que de prendre U égale 0, on peut se concentrer maintenant sur le sup, puis on se restreint seulement sur les U de norme 1. Et c'est ça que vous avez fait dans le devoir quand vous avez regardé la norme des matrices carrées. La norme L2 des matrices carrées. Et le résultat de tout ça, c'est qu'une fois que tu as défini cette norme-là, et on peut voir qu'il y a trois façons de le calculer, on obtient toujours l'inégalité suivante, c'est que la norme de T de U est bornée par la norme de T fois la norme de U. Dans cette définition-là, je vais insister là-dessus, c'est que, remarquez bien que T de U, c'est mesuré dans la norme de W, U, c'est mesuré dans la norme de V, et la norme de T, ben, c'est un autre objet. En fait, ici, j'ai une relation entre trois différents objets, deux qui sont des normes. Et qu'est-ce que je veux montrer maintenant? C'est que cette définition de taille d'un opérateur, en fait, c'est une norme. Oups, OK, je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, on a le théorème suivant. Quand j'ai deux espaces vectoriels normés V vers W, je peux définir l'espace de l'ensemble de tous les opérateurs de V vers W qui sont d'un côté linéaire, mais aussi bornés. Donc, on met ensemble structure algébrique, structure topologique. Bien, cet espace-là, ça devient un espace vectoriel lui-même. Donc, l'ensemble des opérateurs linéaires et bornés, c'est un espace vectoriel. Donc, il y a une définition assez évidente qu'on peut donner pour alpha fois t. Donc, alpha fois t,
ben ça donne un opérateur qu'on appelle alpha fois t, puis ça revient simplement que tu appliques t, puis ensuite le résultat, tu le multiplies par alpha. Pas de surprise là. Et on peut aussi définir un nouvel opérateur t plus s. OK, l'opérateur t plus s, comment est-ce qu'on le calcule? On le calcule en faisant t de u plus s de u. OK? Donc, rien de très profond là. On n'est pas bien surpris de ça. Mais ça donne quand même une façon de faire la somme d'opérateurs et de donner un sens à cette structure-là. OK? En plus de ça, la définition de norme que j'avais donnée est en fait une norme, parce qu'on peut montrer que d'abord, si la norme est égale à 0, bien, en fait, t est égal à 0. On peut montrer que la norme de l'opérateur alpha t, c'est en fait la norme de la valeur absolue de alpha fois la norme de t. Puis on a une égalité triangulaire. La norme de t plus s est bornée par la norme de t plus la norme de s. Ces calculs-là sont très faciles à vérifier. Ça découle directement des définitions. Donc, c'est peut-être un très bon exemple, un très bon exercice à faire, à vérifier ces conditions-là. Qu'est-ce qui est difficile, ou plus, pas difficile, mais plus subtil, c'est vraiment de montrer ici que quand tu prends un T puis un S qui appartiennent à l'espace des opérateurs bornés, bien, T plus S est aussi borné. Pour montrer que si j'ai un opérateur T qui est borné, puis alpha fois T est borné, ça c'est relativement facile. Mais le truc qui est un peu plus subtil, c'est de montrer que la somme de deux opérateurs bornés est linéaire. C'est aussi un opérateur borné et linéaire. Mais bon, c'est pas très compliqué, là, comme vous pouvez imaginer. Ça revient à démontrer cette inégalité-là. La dernière qui est en bas, si vous êtes capable de démontrer la dernière, vous allez avoir réussi à démontrer que ça forme un espace vectoriel normé. OK, c'est beau, tout ça, mais il y a plus que ça. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir quand est-ce que ça forme un espace de Banach. Donc, voici qu'est-ce que j'ai, le résultat suivant. Disons que je commence avec deux espaces vectoriels normés, V et W, puis je suppose que le deuxième espace, l'espace de l'image vers lequel mon opérateur se rend, donc l'image, W, est Banach, alors l'espace des opérateurs de V vers W est aussi un espace de Banach. Ce résultat-là est un peu plus subtil à démontrer, ça prend plus de travail pour démontrer ça. Mais une autre façon de penser à ce résultat-là, c'est de dire que si j'ai commencé avec un espace de Banach, ben, l'ensemble des opérateurs de V vers W, ça me donne aussi des espaces de Banach. Donc, à travers ce processus-là, on voit que c'est facile de générer des espaces de Banach. Les espaces de Banach, tu prends un espace de Banach, tu prends les W, tu prends tous les opérateurs de V vers W, ça donne un espace de Banach, et ensuite, tu peux répéter la même procédure pour les opérateurs linéaires sur les opérateurs linéaires pour obtenir d'autres espaces de Banach. Les espaces de Banach, là, il y en a plein. C'est pas... éventuellement, ils deviennent tellement gros qu'ils ne sont pas intéressants. Là. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse, nous autres, c'est les espaces de Banach ou les espaces d'opérateurs bornés sur des espaces de fonctions. Mais en soi, là, ces espaces-là se génèrent eux-mêmes. C'est comme des petits lapins, là, pas de problème. Donc, on a aussi une propriété que je veux remarquer ici, qui est pas, on ne va pas s'en servir, mais c'est vraiment joli à remarquer. Et ça a une importance là, que je vais mentionner dans un instant. Donc, quand j'ai deux espaces vectoriels normés de V vers W, V et W, puis j'ai un opérateur linéaire borné de V vers W, puis j'en ai un deuxième maintenant qui va de W vers U. OK? Donc, ça veut dire que mon T, il va de V à W, puis ensuite le S, lui, il va de W à U. Donc, je peux faire la composition T suivie de S. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut montrer que la norme de la composition est bornée par le produit des normes. OK? Bon, c'est joli. Ça aussi, ce calcul-là est très facile à vérifier. Ça, c'est un exercice à vérifier ça. Et l'avantage à ça, c'est que si plutôt que de regarder l'ensemble des opérateurs de V vers un espace différent, mais disons qu'on prend un espace de Banach V lui-même, puis là, on regarde les opérateurs qui vont de V sur V, de V vers V,
ben, ça veut dire qu'on peut composer les opérateurs de V vers V et on va avoir cette condition sur la norme des compositions. Et cette composition va agir comme une multiplication sur mon espace. Donc là, j'ai pas seulement un espace vectoriel, j'ai en fait un espace vectoriel normé. C'est-à-dire, j'ai commencé avec V qui est un espace de Banach. J'obtiens l'espace des opérateurs bornés continus de V vers V qui est aussi un espace de Banach, parce que V était de Banach. Et cet espace-là, il est vectoriel, il est normé, mais il possède aussi une multiplication. Donc, en fait, c'est un espace vectoriel avec une multiplication. C'est ce qu'on appelle une algèbre. Ça, c'est le vrai terme là, pour une algèbre. Et cette structure algébrique-là est très importante en mécanique quantique. Donc, en mécanique quantique, les observables qu'on a sont des opérateurs et cette structure-là joue un rôle important. Puis, il y a plusieurs théories des opérateurs qui traitent spécifiquement là, des algèbres et à cause de leur rôle. En particulier, il y a la théorie des 6 étoiles algèbres et il y a la théorie des algèbres non commutatives, etc. C'est très, très intéressant tout ça. OK, mais moi, je ne m'en servirai pas de cette structure additionnelle multiplicative sur l'algèbre des opérateurs. OK. Donc, premier résultat que je vais faire, c'est pas un premier, mais un résultat. Je continue ici dans ma discussion de la structure de l'espace des opérateurs entre V et W. Qu'est-ce que j'ai, c'est qu'un espace vectoriel V est complet si seulement si toute série absolument convergente est convergente. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais prendre une série d'opérateurs Tn de L de V vers W, puis imaginons que W est de Banach, donc l'espace des opérateurs, lui, il est de Banach. Donc là, j'ai une série d'opérateurs, puis qu'est-ce que je pourrais faire? C'est faire la somme infinie de ces opérateurs-là. Est-ce que cette somme infinie-là d'opérateurs linéaires, je sais que je peux faire la somme de 2 opérateurs linéaires bornés, puis ça me donne encore un opérateur linéaire borné. Je peux faire la somme de 3 de ces opérateurs-là, de 4, mais disons que je fais une somme infinie. Bien, on va dire que cette somme infinie-là, elle est absolument convergente si, quand je prends la norme de chacun des termes, et je prends la somme infinie, bien, cette somme infinie, c'est une somme dans R, et je peux vérifier est-ce que cette somme-là, dans R, de nombre réel, elle est convergente. Quand cette somme-là est convergente, on dit que la série est absolument convergente, puis si l'espace était de Banach, donc complet, alors la série absolument convergente serait convergente. Ça veut dire que dans cet espace des opérateurs linéaires, je peux faire des sommes infinies d'opérateurs. Tant et sous longtemps que je vérifie une condition très simple, qui est que la valeur absolue la somme des valeurs absolues des normes des opérateurs converge. OK. Donc, on continue de se concentrer encore, vraiment le cas qui m'intéresse, moi, c'est que j'ai un espace de Banach V, puis je regarde l'ensemble des opérateurs qui vont de V vers V. Donc, si j'ai un de ces opérateurs linéaires bornés de V vers V, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est regarder un E à la T. Donc, E à la T, ben, selon la définition formelle d'une série de puissances, ça serait l'opérateur identité, qu'on écrit toujours comme I. OK? Donc, l'opérateur identité, lui, il envoie le vecteur U vers lui-même. Et je pourrais faire la somme avec l'opérateur T. Puis, puisque T va vers lui-même, je peux composer T 2 fois. Ça me donne ce qu'on appelle T carré. Ça, c'est, tu vas de V vers V par T une fois, puis ensuite tu recomposes encore une fois. Ça donne T carré. Et tu multiplies tout ça par un scalaire qui est 1 sur 2 ici. Et tu continues comme ça, tu obtiens tes termes en 1 sur 3. Tu peux faire une série absolue. Une somme absolue comme ça. Et tu peux même le faire avec avec sinus. Donc,
Si tu as un opérateur linéaire, tu peux faire cette série infinie. Attention, vous avez tendance à penser que l'exponentielle puis le sinus va être non linéaire, OK? Mais en fait, quand tu fais cette série de puissances-là, puisque tu fais une somme d'opérateurs linéaires, tu vas obtenir aussi un opérateur linéaire. Donc, E à la t, c'est un opérateur linéaire. Sinus de t va être un opérateur linéaire. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça converge? Bien, on sait que la série E à la t va converger si t est remplacé par un nombre réel. Et si mon t est borné, ça veut dire que cette série-là va être absolument convergente. Donc, ça va converger. Ça veut dire que pour tout opérateur t dans mon espace des opérateurs, E à la t va exister. Même chose, pour tout opérateur linéaire, il va y avoir un opérateur linéaire sinus de t qu'on pourrait construire. L'opérateur de E à la t il est plus important là, parce qu'on peut s'en servir, lui, pour définir plein de notions. Mais moi, je vais me concentrer maintenant sur une autre série de puissances, sans doute la plus importante, qui est celle de la série géométrique. Donc, quand j'ai un espace V de Banach, puis que j'ai un opérateur linéaire borné de V vers V, si jamais ton opérateur T de norme inférieur à 1, alors I moins T à la moins 1, c'est en fait donné par une série de puissances. Ça veut dire que l'opérateur I moins T est inversible quand T est un petit opérateur, un opérateur de petite norme. Donc, on va montrer ça. C'est ce qu'on appelle la série de Neumann. Puis, cette série-là est vraiment très, très utile. Elle joue un rôle fondamental dans ce qu'on veut faire. Là, c'est sans doute l'exemple le plus important d'une formule explicite là, pour inverser un opérateur, même en dimension infinie. Donc, donc, on se rappelle que la série géométrique, puis là, la série géométrique, c'est quoi? Bien, normalement, on écrit ça comme 1 moins 1. 1 sur 1 moins R est égal à 1 plus R carré plus R à la 3, nanana, est convergente. Donc, le terme, la somme infinie à droite est convergente si la valeur absolue de R est inférieure à 1. OK? Ceci implique que si la norme de l'opérateur T est inférieure à 1, alors I plus T carré plus T à la 3 plus nanana convergera dans l'espace des opérateurs linéaires et bornés de V vers V. Bon, c'est vrai ça, mais c'est quoi cette expression-là, cette somme infinie-là? Donc, regardons un peu, il faut penser d'abord à la façon que ça fonctionne, ce calcul-là, c'est-à-dire le calcul de la série géométrique initiale. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire soit Sn est égal à la somme des n premiers termes. Donc, I plus T carré, plus nanana, plus T à la n. En fait, c'est les n premiers termes, n plus 1 premier terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut dire, je vais prendre I, comment je vais écrire ça? Je vais écrire ça comme ça. Je vais écrire Sn moins T fois Sn. OK, d'un côté, je vais être capable d'écrire ça comme l'identité moins T fois Sn. Puis d'un autre part, je vais pouvoir écrire les termes. Donc, le premier Sn, ça va être I plus T plus nanana jusqu'à T à la N. Puis l'autre, quand je multiplie tout ça par
Sn par t, ça devient t plus t carré plus nanana plus t à la n plus 1. Remarquez que pour l'instant, je n'ai pas fait de somme infinie. C'est vraiment une somme finie que je suis en train de traiter. Et quand je fais la différence entre les deux, ben, je vais voir que tous les termes, le t va s'annuler avec le t carré va s'annuler avec le t carré, ainsi de suite. Puis le tn va s'annuler avec le tn. Tout ce qui va me rester à droite, ça va être i moins tn plus 1. Ainsi, j'ai l'identité que i moins t fois Sn, c'est égal à i moins t à la n plus 1. Ici, on observe que si je prends la limite quand n tend vers l'infini de la norme de tn plus 1, ben, qu'est-ce que je savais, c'est que selon mon inégalité que j'avais pour le produit, ça c'est plus petit ou égal à, je peux factoriser un t, puis là il va me rester un tn, et je peux continuer ce processus-là, puis je vais obtenir à la fin que tout ça c'est borné par la norme de t fois la norme de t, nanana, fois la norme de t. Puis je vais avoir combien de termes? Mais je vais avoir eu n plus 1 terme là-dedans. Donc ça, en bout de ligne, ça va être égal à la norme quand n tend vers l'infini, la norme de t à la n plus 1. Et puisque ceci est de norme inférieure à 1, ça va être égal à 0. C'est-à-dire que la norme de t à la n plus 1, ça tend vers 0. Puis comme que je sais que cette norme-là est une vraie norme sur l'espace des opérateurs, ça veut dire que si je regarde en tant qu'opérateur, t à la n plus 1 tend vers 0. OK? Donc, si je prends en compte tout ça, qu'est-ce que ça me dit dans cette expression-là? Donc, on peut conclure que quand n tend vers l'infini, je vais avoir à gauche i moins t fois Sn. Puis le Sn, c'est quoi? Ben, c'est la somme que j'ai montrée qui converge. Ça, c'est une somme infinie, ça converge vers cette affaire-là que je ne connaissais pas. Puis à droite, ça va être égal à i. En d'autres mots, si je regarde ce terme-là, ça veut dire que cet opérateur-là fois celui-là est égal à l'identité. Donc, it moins 1, c'est en fait égal à i plus t carré plus somme infinie. OK, donc ça, c'est vraiment une preuve très, très jolie d'où vient cette série de Neumann. Et c'est avec ça que je vais arrêter pour l'instant. Ça va être ma première heure. Puis on va venir à la prochaine classe, on va continuer en parlant davantage de ces opérateurs d'une autre classe d'opérateurs. Ici, on a parlé en général des opérateurs, on va parler bientôt des opérateurs compacts.